Ils sont 17 plongeurs et entament une campagne de 20 jours en mer. Ils travaillent tous pour Carissub, une entreprise créée il y a 20 ans par un passionné de plongée sous-marine, Fidel Castro, en personne. À Cuba, c'est un secret de polichinelle. Carissub, c'est son péché mignon, mais aussi sa fierté. Lui, c'est Raphaël, le capitaine de l'Ariès. Javier aux commandes du Polar. Barnabé, photographe et caméraman. Alessandro, archéologue. Et Juan, le plus vieux plongeur de Cuba. Leur mission, rechercher les épaves des galions espagnols qui ont fait naufrage au large des côtes cubaines. Et surtout, ne leur dites pas qu'ils sont chasseurs de trésors, pour eux c'est une insulte. Il y a une grande différence entre le chasseur de trésors et l'archéologue. Le chasseur de trésors est celui qui part à la recherche d'un naufrage dans le but de s'enrichir personnellement ou d'enrichir son entreprise. Le chasseur de trésors détruit l'événement historique qui s'est déroulé au fond de la mer. L'archéologue, lui, s'efforce de le reconstruire pour les générations futures, pour la société, pour les gens. Pour nous, dans toute cette recherche, le trésor principal, c'est le trésor culturel. C'est beaucoup plus important que tous les trésors que cherchent les chasseurs. C'est comme si vous compariez le biologiste qui étudie les éléphants avec le braconnier qui les tue. 7 heures de bateau pour rejoindre le port de Puerto Esperanza, à l'ouest de la plus grande île des Caraïbes. Juste en face, l'archipel des Colorados, entouré de récifs de corail. Puerto Esperanza, c'est un peu leur seconde maison, mais n'empêche. À chaque voyage, le douanier vérifie que tous les membres de l'équipage ont bien leur permis de navigation. Sans cela, pas question de remonter dans le bateau. La Floride n'est pas loin. À peine arrivés, Alessandro et Luis, le chef des plongeurs, rendent visite à Titine, qui travaille dans une coopérative de pêcheurs. Il fait pour ainsi dire du renseignement pour le compte de Carissub. Récemment, nous avons trouvé une ancre et des canons. Je ne sais plus très bien combien de canons il y avait. Disons 5 ou 6, qui étaient à 4 ou 6 mètres. 4 à 6 mètres de profondeur? Ouais. Une ancre et 6, 7 canons? Sur quel type de fond repose-t-il? Un fond dur et lisse. Tu as un repère géographique? C'est entre les gorges de Galina et du Diamant. Près des récifs? Dans la partie extérieure au récif. Ce réseau d'informations que représentent les pêcheurs est capital pour notre travail. Notre chance, c'est qu'ils travaillent avec ce filet qu'on appelle seine. Ils passent leur temps à ratisser le fond avec des plongeurs en apnée. La quantité de fonds sous-marins qu'ils voient en une année est incroyable. Cap sur San Cayetano, du nom d'un îlot de l'archipel des Colorados. Ça fait combien de temps que vous plongez? Environ 50 ans. Quel âge avez-vous? 71 ans. Le travail vous plaît? J'adore. La retraite, c'est pour quand? Je n'y pense pas. Elle viendra en son temps, c'est sûr. Cette année encore, j'ai passé l'examen médical et tout va bien. D'après les informations que nous a données le pêcheur, c'est la zone que nous allons explorer. Nous allons utiliser la technique habituelle du balayage visuel. Notre objectif, c'est de retrouver l'encre dont a parlé le pêcheur. Les hommes de Carissub ne travaillent jamais en eau profonde.
Leur spécialité, ce sont les zones de récifs où la profondeur de l'eau excède rarement les 10 mètres. C'est la dernière balise? Oui. On y va. Première étape, l'exploration visuelle. Des balises délimitent des couloirs dans lesquels les plongeurs sont traînés, accrochés à un pendeur. On va d'ici vers là-bas. D'ouest en est. Toute la zone d'exploration est balayée jusqu'à l'apparition d'un indice. Dans ces eaux cristallines, l'œil humain est le meilleur détecteur. Il y a une ancre ici. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Une ancre apparemment très ancienne. À quelle profondeur? À 3 ou 4 mètres. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Au sud de l'ancre découverte au début, on a trouvé plusieurs canons. Et une autre ancre. Oui, plus grande, ainsi que du lest et des fragments de céramique. Comment est le lest? En monticule ou dispersé? Il est dispersé en petits tas. Apparemment, ça correspond à l'information que nous a donnée le pêcheur. C'est quoi le lest? Le lest, ce sont les pierres qu'on mettait au fond du bateau pour maintenir sa stabilité. Quand il est dispersé, ça nous indique qu'il y a probablement eu une grande tempête ou un cyclone tropical. Dans la première phase de l'exploration, nous conjuguons toujours 3 indices: les ancres, les canons et le lest. Si nous ne trouvons que des ancres, ça peut signifier que le bateau a pu résister au mauvais temps et qu'il a réussi à fixer le grelin pour s'échapper. Si nous ne voyons que des canons, c'est sans doute que face à la tempête, le bateau a jeté les canons pour alléger son poids et qu'il est parvenu à se sauver. Mais si nous trouvons les 3 éléments, ancre, canon et lest, nous sommes sûrs qu'il y a eu un naufrage. Lui, c'est le monsieur Je sais tout de Carissoub. Historien, Ovidio a passé des mois à fouiller dans les archives navales de la couronne espagnole. Il n'a rien trouvé à La Havane, car après l'indépendance de Cuba, à la fin du 19e siècle, les Espagnols ont tout rapatrié, notamment à Séville, où siégeait la fameuse Casa de Contratación, qui gérait tout le commerce avec les Amériques. C'est Ovidio qui a fixé l'objectif de la campagne. Je cherche des informations sur un galion de la flotte de terre ferme, qui avait la fonction d'éclaireur dans la flotte de Marquès de Brenes. Il est parti de Carthagène des Indes en 1682, et puis s'est perdu face à la montagne des Orgues. À chaque fois qu'il y avait un naufrage, on organisait une sorte de tribunal maritime dans lequel on citait à comparaître les témoins pour qu'ils racontent, sous serment, tout ce qui s'était passé. On cherchait surtout à savoir si les valeurs marchandes que transportait le bateau étaient restées sur le lieu du sinistre, s'il y avait de l'artillerie de bronze à bord, et par-dessus tout, s'il y avait des trésors destinés à la couronne. Dans le cas qui nous intéresse, l'un des témoins est le capitaine du galion, Joseph Fernandez de Córdoba Ponce de León, qui a signé le rapport.
Joseph Franco, le contremaître, Domingo Belletto, le second du pilote. Ici, nous avons un problème. Aucun des témoins n'est d'accord sur la distance qui sépare la Havane du lieu du naufrage. Certains parlent de 14 lieues, d'autres de 31, ou encore de 40 lieues. Bon, c'était parfois une astuce pour éviter le pillage du navire. Le résultat, c'est que l'amplitude de la zone d'exploration est très grande. De la baie de Honda au Cayo de Buena Vista, c'est-à-dire pratiquement tout le secteur des Colorado. Le galion que recherche Ovidio est-il celui repéré par le pêcheur Titine? Pour l'heure, rien n'est moins sûr. La photographie et l'archéologie marchent ensemble. Par exemple, les canons ont presque toujours une marque, qui apparaît en général sur le tourillon du canon. Mon travail consiste à prendre une photo de la marque pour étudier ensuite quel type de canon c'est, quand il a été fabriqué et par qui. Sinon, il faudrait emporter le canon ou le dessiner. Dans le monde très restreint de l'archéologie sous-marine, les hommes de Carissoub sont des privilégiés. Salariés d'une entreprise d'État dans l'un des derniers pays communistes de la planète, ils n'ont pas d'obligation de résultat. Leur motivation principale reste l'amour du métier, même si secrètement, ils rêvent tous de la même chose. Quand on part en exploration, on espère toujours qu'on va trouver quelque chose. Sous l'eau, la campagne est entrée dans sa deuxième phase. La position de chaque indice est notée avec précision, tandis qu'on procède au relevé topographique de la zone. À terme, la zone d'exploration sera quadrillée en 24 parcelles de 400 mètres carrés chacune. Un travail fastidieux qui peut prendre des semaines. L'objectif est d'établir une carte sous-marine permettant de reconstituer l'histoire de l'épave. Premier essai au détecteur de métal, la fameuse poêle à frire. Banco. On dirait que la chance est avec nous. Ça, c'est plus qu'un cadeau pour notre travail. Ce sont des pièces de monnaie en argent. 3 pièces du type A8. Et ça, c'est une mesure qui servait en pharmacie. Nous l'avons trouvée dans une boîte en cuivre qui était incrustée sur un canon. Elles sont très propres, ce qui s'explique par la concentration de métaux, comme le fer, dans leur environnement. Dans ce cas, l'oxydation n'a pas attaqué les pièces de monnaie, mais les autres métaux. C'est assez rare qu'elles sortent ainsi. Comment elles sortent en général? Elles sont plus noires à cause de l'oxydation. Et les pièces en or? Les pièces en or sortent intactes, toutes jaunes. Souvenir. Tous les soirs, Juan écrit ses mémoires. Né à San Juan y Martinez, une petite ville située à 50 km de la mer,
rien ne le prédisposait à devenir plongeur professionnel. Quand j'étais petit, mon rêve c'était de voir la mer et de connaître la Havane. J'avais 9 ans quand un ami de mon père, qui possédait une maison au bord de la mer, nous a invités à passer un dimanche à la plage. La mer était très calme. Le soleil venait de se lever. J'ai vu pour la première fois cette énorme masse d'eau qui ressemblait à un grand miroir. Et ma vue se perdait à l'infini. Je n'oublierai jamais. Après, mon rêve s'est réalisé en grand. C'est précisément ici, sur le malécon de la Havane, que je me suis mis pour la première fois des lunettes de plongée et que j'ai pu voir le fond de la mer. C'est aussi, ici, dans la zone du Morro, que j'ai commencé à utiliser un équipement de plongée autonome. À cette époque, nous savions que les fonds que nous découvrions n'avaient jamais été vus avant nous. Mais malheureusement, je n'avais pas encore de conscience archéologique. Pour gagner un peu d'argent, je vendais les pièces en métal, en bronze ou en cuivre que je trouvais sur les épaves. C'est comme ça que je survivais. J'aime beaucoup le Malecón. C'est ici que je me suis formé, que j'ai rêvé et que je suis devenu plongeur. Je continuerai à plonger ici tant que je pourrai. Il y a toujours beaucoup de choses intéressantes à étudier dans le domaine de l'archéologie. À ce jour, plus de 2000 naufrages ont été recensés par Carissub au large des côtes cubaines. Une concentration exceptionnelle due au rôle joué par Cuba dans l'histoire de la route des Indes. Dès la fin du XVe siècle, les grandes expéditions de conquête de l'Amérique partent de la Havane et Cuba devient la clé du Nouveau Monde. Toutes les flottes qui transportaient les richesses d'Amérique transitaient par le port de la Havane avant de repartir pour l'Espagne. La baie de la Havane, précisément pour l'intérêt économique qu'elle représente, a souvent été dévastée par des pirates et des corsaires. Ils étaient payés par différentes puissances, principalement par la France, qui était en désaccord avec le partage du monde entre l'Espagne et le Portugal. Un partage entériné par la bulle papale Inter Cetera d'Alexandre VI de Borgia, puis par le traité de Tordesillas, qui l'amende en faveur du Portugal. Pas très contente, les monarchies européennes réagissent, avec en tête François Ier, qui accorde les premières licences de corsaires à des citoyens français pour qu'ils attaquent les positions espagnoles en Amérique. C'est ainsi que la ville de la Havane a été assiégée à 2 reprises par des pirates français au XVIe siècle, l'une en 1544, l'autre en 1555, où le pirate Jacques de Sort a pris la ville et l'a détruite. Le résultat, c'est que la ville de la Havane est devenue le port le plus fortifié de l'Amérique. Pour se protéger des pirates, les Espagnols développent aussi le système des convois qui rassemblent parfois jusqu'à 100 navires. Les flottes partaient du fleuve Guadalquivir à Séville et traversaient la zone sud de l'Atlantique Nord jusqu'à l'île de la Guadeloupe. Là, les 2 flottes se séparaient. Celle de terre ferme rejoignait l'actuelle Colombie, et pendant ce temps, les richesses du vice-royaume du Pérou étaient déchargées au Panama, où on leur faisait traverser l'isthme à dos de mule. On mobilisait plus de 2000 mules pour cela, puis rejoignait Portobello et enfin Carthagène des Indes. À ce moment-là, la flotte de terre ferme traversait le détroit du Yucatan, passait au nord de l'archipel des Colorados pour rejoindre la Havane, où elle attendait la flotte de la Nouvelle-Espagne. Celle-ci s'était donc séparée à la Guadeloupe pour franchir le détroit du Yucatan et gagner le port de Veracruz. De là, elle traversait le golfe du Mexique pour rejoindre la Havane. Et une fois réunies les 2 flottes, elle partait vers le détroit de Floride pour traverser l'Atlantique et retourner en Espagne. Tout l'or et tout l'argent de l'Amérique a transité par les côtes cubaines.
La flotte de terre ferme comme celle de la Nouvelle-Espagne devait suivre un trajet indirect pour rejoindre la Havane. Elle devait naviguer vers le nord, au niveau du banc des Tortues, en remontant la latitude, pour profiter des alizés, car ces bateaux ne pouvaient pas naviguer contre le vent. Quand les flottes viraient vers le sud, elles repéraient les côtes cubaines grâce à cette chaîne de montagnes qu'on appelle les orgues. Car leur forme permet facilement de les identifier. Toute cette zone constituait le repère favori des corsaires français, puis anglais. C'est plein de petites baies et d'entrées dans les mangroves où ils se cachaient en attendant les flottes et surtout les bateaux attardés, qu'ils attaquaient en priorité. Ajoutez à cela les turpitudes du mauvais temps, comme les tempêtes ou les cyclones tropicaux qui laissaient les navires sans défense en les précipitant contre les récifs. Dans cette zone, nous avons déjà repéré une vingtaine d'épaves. J'ai calculé qu'il y a ici au moins pour 100 ans de travail. Même mes petits-enfants n'en viendront pas à bout. Ce gros boudin est un aspirateur, la pièce maîtresse de la troisième phase de la campagne, l'excavation. Un travail de titan qui peut durer des mois. Méthodiquement, les 7200 mètres carrés de la zone d'exploration sont passés au peigne fin. Le sable est aspiré, les pierres sont déchargées dans leur cimetière. Ça coûte cher et les résultats sont incertains, mais qu'importe. L'archéologie sous-marine est un luxe que continue de se payer Cuba la rebelle. Les hommes de Carrizoub le savent bien et ils sont fiers de leur savoir-faire. Tu as trouvé quelque chose? Rien. Nous sommes en train d'excaver la zone près des canons. Pour l'instant, nous n'avons trouvé que du lest et des fragments de céramique, mais rien d'autre. Le travail est fatigant, Juan? Disons qu'il faut réussir à trouver un effort moyen. Dans notre travail, il faut savoir combiner le physique et l'intellectuel. Quand on utilise plus le physique que l'intellectuel, on se fatigue beaucoup. Quand on soumet le physique à l'intellectuel, on s'épuise moins. L'idéal, c'est l'effort de croisière, comme dit Juan. Il faut avoir la foi. Beaucoup de foi. Nous nous sommes préparés psychologiquement au fait de ne rien trouver. Celui qui vient ici pour chercher un salaire, il s'est trompé de boulot. Il n'y a que des passionnés qui peuvent faire ce travail. Nous en connaissons plusieurs qui sont venus travailler ici et qui ont craqué. Après tant de sacrifices, qu'est-ce que c'est pour nous la plus belle récompense? C'est un musée. Pour que le fruit de notre travail puisse être vu par nous et par le public.
Hé, regardez, il y a une cloche et des pièces de monnaie très intéressantes. On dirait une cloche ou peut-être un mortier. C'est plutôt un mortier, parce qu'il n'y a pas de fixation. Oui, c'est un mortier. Et ça, c'est un conglomérat de pièces de monnaie. Oui, je les ai trouvées à une profondeur d'1,5 pied. D'après la taille, on dirait des pièces d'argent de A8. Apparemment, il y en a 3, mais il y en a peut-être plus. On ne le saura pas tant qu'elles n'auront pas subi un traitement dans le laboratoire. Mets-les dans l'eau douce. C'est un compas de navigation. Je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il a des concrétions. Il est bien conservé parce qu'il a été trouvé dans un fond de sable. C'est ça? Oui, avec du sable. Le sable, grâce à un processus hydrodynamique, lave les pièces. C'est comme un lavage mécanique. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons trouvé ici confirme qu'il s'agit bien d'une épave de la fin du XVIIe siècle. Au fil des mois, toutes les pièces trouvées à San Cayetano sont acheminées vers le laboratoire de Carissub. Après une étape de désalinisation dans des bassins d'eau douce, les objets en fer sont enduits d'oxyde pour éviter leur détérioration. Les concrétions sont éliminées par électrolyse, ponçage manuel ou avec des appareils pneumatiques. Un processus de restauration qui peut durer des semaines, voire des années. Cette collection de pièces de monnaie vient de l'épave de San Cayetano. Depuis que nous avons commencé la campagne, nous avons trouvé environ 2000 pièces d'argent, du type dit Macuquina, qui étaient frappées à la main. Tous les poinçons indiquent Lima, Potosí ou Santa Fe de Bogota, ce qui confirme que c'est bien un navire de la flotte de terre ferme. Sur une face, on voit la croix de Jérusalem, avec le sceau espagnol de Castille et d'Aragon. On voit aussi les 2 derniers chiffres de l'année de fabrication, ainsi que l'initiale, qui permet d'identifier le lieu de provenance. Sur l'autre face, on voit les 2 colonnes d'Hercule, qui caractérisent les monnaies espagnoles, et des vagues, qui symbolisent l'Empire d'Outre-mer. La pièce que j'ai dans mes mains est précisément de l'année 1682. C'est l'une des plus récentes qu'on ait trouvées sur ce naufrage. C'est l'un des indices qui me fait penser que nous sommes bien en présence du bateau éclaireur de la flotte de Marquès de Brenes, le galion San Ignacio de Loyola. Quelle est la valeur de ces pièces? D'après les catalogues, la valeur peut osciller entre $100, parfois plus, $200. Et si les pièces sont en très bon état, ça peut aller jusqu'à $500. Et pour des exemplaires rares, ça peut aller jusqu'à $4000. Voici la caverne d'Ali Baba de Carissub. C'est ici que transitent toutes les pièces de valeur et pas question d'entrer sans la présence d'un gardien, en l'occurrence d'un militaire, car depuis 1999, Carissub dépend de l'armée dirigée par Raúl Castro, le frère de Fidel. Système d'alarme, coffre-fort, Ovidio n'échappe pas aux règles de sécurité. Voici une pièce en or de 2 escudos, qui provient de terre ferme. Elle présente une caractéristique, c'est que le poinçon a été frappé à l'envers. Ce qui lui donne une valeur supplémentaire car c'est une pièce rare. Sa valeur, elle peut atteindre 6000 voire $8000.
Jusqu'à présent, c'est la seule pièce en or qui a été trouvée sur l'épave de San Cayetano. La pièce avait été trouvée 3 mois plus tôt par Barnabé, qui avait troqué ses appareils contre le détecteur de métaux. Hé, une pièce en or! De l'or? Tu l'as trouvé où? Au sud d'un canon. C'est une très jolie pièce, qui brillait beaucoup sous l'eau. Je suis très content parce que c'est la première pièce en or que nous trouvons sur cette épave. Elle était toute seule. Tu vas t'en faire un pendentif? La pièce que j'ai ici, ils nous l'ont donnée comme récompense, après le gros effort que nous avions fourni sur une autre épave, celle d'Inès de Soto. Pour nous, c'est une émulation. Ah, c'est l'entreprise qui vous l'a donnée. Oui, ils en ont offert une à chacun d'entre nous. Ils ont fabriqué les chaînes en fondant l'argent des pièces les plus abîmées. Je l'ai toujours sur moi. Dans ce travail, tout me plaît. J'aime conduire un bateau, j'aime la plongée et la mer. Ma passion a commencé 2 mois avant la fin de mon service militaire. Un jour, j'ai vu à la télévision un documentaire sur Carissoub, qui s'appelait L'île au trésor. Je n'oublierai jamais. Je me suis dit, bon sang, je veux devenir plongeur. Le jour qui a suivi ma quille, je me suis présenté à Carissoub, où j'ai travaillé pendant 8 mois comme bénévole. J'ai commencé comme mousse à laver les ponts des bateaux et petit à petit je me suis initié au travail. 10 ans plus tard, Javier est un plongeur chevronné. Il a passé son diplôme de capitaine et il suit des cours d'archéologie d'octobre à mars où les campagnes sont suspendues en raison des mauvaises conditions maritimes. Il partage sa passion pour la mer avec sa femme qui travaille dans un laboratoire de biologie marine. Quand est-ce que tu repars? Dans 10 jours, il faut que nous avancions dans cette épave qui est très prometteuse. Au début, je ne supportais pas d'être séparée de lui si loin et si longtemps. Je venais ici en pleurant. Sa mère me sermonnait. « Ne pleure pas. Non, non, il est très bien où il est. » Moi aussi, je travaille en relation avec la mère et je comprends parfaitement que son travail le passionne autant. Finalement, je me sens incapable de lui demander d'arrêter son travail, uniquement pour que nous soyons plus souvent ensemble. C'est joli ce qu'elle dit, parce que je dois avouer qu'avant de la connaître, j'étais un déprédateur de la mer. Depuis, j'ai appris à allier 2 choses. Aimer l'écologie et aimer la mer en sachant l'exploiter de manière raisonnée. Au travail, mes collègues ont compris aussi qu'on ne devait pas jeter d'ordures à la mer, mais dans des poubelles en arrivant au port. De même, quand nous faisons de l'archéologie sous-marine, nous pensons à cette notion de développement durable, en essayant de causer le moins de dégâts possible. Ces préoccupations font maintenant partie de la culture de Carissoub. Après 20 jours de campagne, Juan rentre chez lui. Depuis 20 ans, Carissoub est un peu sa deuxième famille. Il a connu la grande époque avant la chute du mur de Berlin où l'on ne comptait pas les sous.
Et puis les restrictions qui ont suivi l'effondrement du bloc socialiste. Malgré les difficultés du pays, Carissoub existe toujours et Juan est fidèle au poste. Il n'est jamais à la maison. Je passe plus de temps dans la mer qu'à la maison. Vous n'êtes pas jalouse de la mer? Si, c'est ma plus grande rivale, que je sache du moins. Et j'ai très peur quand il part travailler en mer. C'est vrai? Pourquoi? J'ai peur de la mer, parce qu'elle est dangereuse. Je ne sais pas nager et j'ai peur d'apprendre à nager. Et comment vous avez pu choisir un homme comme lui alors? Je ne sais pas. Surtout pourquoi lui m'a choisi, c'est un mystère. Tiens, regarde la revue Bohémia. Je ne savais pas que tu l'avais conservée. C'est ta mère qui me l'avait donnée. Et je la garde en souvenir. Tu ne me l'avais jamais dit. C'est toujours bien les surprises. C'était le 7e championnat du monde de chasse sous-marine. Voici Jean Tabou, champion en individuel. Cuba a gagné en équipe. J'ai changé, hein. À l'époque, j'avais 37 ans. Regarde la quantité de poissons que nous avions pêchés. Cette photo était prise pendant le pesage. C'était un moment de tension, car c'est là qu'on allait savoir qui avait gagné le championnat. Fidèle n'est pas venu? Non, cette fois-là, non. Tu l'as déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu chasser sous l'eau. Je pêchais souvent avec Raoul. Le frère de Fidèle, hein? Oui, plusieurs fois. Nous nous sommes croisés, nous avons pêché ensemble. C'est vrai que Fidèle est un bon chasseur sous-marin? Oui, il est excellent. Comme dans tout ce qu'il fait. Ce n'est pas facile de suivre Fidèle dans l'eau. Fidèle est aussi agile dans l'eau qu'il l'était dans la montagne. Cette médaille me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais ce ne sont pas que des souvenirs heureux. Le temps a passé et, petit à petit, le temps reprend les siens. Ici, il y a 14 canons. Ils reposent tous sur un conglomérat de concrétion qui leur sert de piédestal au-dessus du fond. Il faudrait les soulever pour savoir ce qu'il y a dessous. Fais une évaluation pour savoir où commencer. Apparemment, c'est cette zone qui est la plus prometteuse. La zone que nous excavons en ce moment est en rapport avec la cuisine du bateau. Ce sont des morceaux du chaudron qui étaient entourés de briques pour la cuisson.
À l'époque, on rivetait les pièces, car la soudure n'existait pas pour ce type de métal. Voici le mur du foyer. Dessous, il y avait le bois qui chauffait le chaudron de cuivre. Les briques servaient d'isolant contre les incendies, une grande peur de l'époque. Souvent, ces pièces sont plus importantes que des pièces précieuses en argent ou en or, car elles te renseignent sur la manière dont on vivait à bord. Le galion est le bateau qui va s'imposer pour les traversées de l'Atlantique parce que c'est à la fois un bateau commercial et militaire. En fait, c'est le fruit d'une évolution d'un siècle due au développement du commerce avec l'Amérique et aux contraintes de guerre qu'a suscité ce commerce. Le galion, c'est donc un navire très facile à manœuvrer, avec une voilure spécialisée pour ce type de manœuvre, une grande capacité de chargement et de l'artillerie pour défendre ce qu'il transporte. On estime qu'à la fin du XVIIe siècle, le volume de contrebande par bateau représentait 40% de la charge officiellement déclarée. Les marchandises non déclarées étaient cachées dans un double fond, ou bien au milieu du lest, ou bien encore en trichant avec la taille réglementaire des cales du pont supérieur, qui était trafiquée au moment de la construction sur les chantiers navals. Ce genre de manipulation portait préjudice à la navigation et fut la cause d'un grand nombre de naufrages. Nous cherchons à retrouver une épave que nous avions repérée en 1994. À cette époque, nous avions le système de référence LORAN. Depuis, nous sommes passés au GPS, le système par satellite, et les coordonnées que nous avions notées ont complètement changé. Tous les matins, nous travaillons sur l'épave principale de la campagne. Et puis, quand nous avons fini nos tours de plongée, nous partons en exploration aux zones récifales. Vous voyez là-bas, on aperçoit bien les récifs de coraux. C'est très dangereux car ce sont des récifs très vivants qui affleurent à la surface de la mer. Pour les bateaux d'autrefois, c'était un piège redoutable. Souvenez-vous, c'était à l'extérieur des récifs. Notre point de référence terrestre était plutôt par là. L'Ariès pour le polar? J'ai l'impression que je suis au-dessus de la coque du bateau. Est-ce la magie du nom? Le lieu s'appelle El Lingote, le lingot. Mais chez les hommes de Carissoub, l'excitation est perceptible. Qu'y a-t-il au-dessous de l'immense monticule de l'Est qui a conservé la forme de la coque? Alessandro a décidé de réaliser un carottage au milieu de la montagne de pierre et tous sont volontaires. Toutes les bouteilles sont vides. Il n'y en a pas de pleine? Si, là-bas. Je retourne à l'eau. C'est une grande découverte. Jamais dans toute ma carrière, je n'avais vu autant d'amphores intacts sous le lest.
Quelle exploration! C'est incroyable tout ce qu'on a découvert en une journée de travail. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vécu en relation avec la mer. Toute ma famille du côté de ma mère est originaire d'un petit village au sud de la Catalogne. Ils ont tous grandi face à la mer. Mon père vient de Matanza, c'est aussi face à la mer. Mais ma passion vient de deux événements dont je me souviens très bien. D'abord, quand j'avais 5 ans, j'ai vu le film Le Monde du Silence du commandant Cousteau. Cet univers fascinant d'hommes vivant dans un monde qui ne leur appartient pas m'a bouleversé. Ensuite, j'ai été très impressionné par le film Les Vikings, où on voyait ces hommes à bord de bateaux à voile qui naviguaient dans le brouillard. J'ai été complètement fasciné. Qu'est-ce que tu fais avec le masque de plongée quand tu pars avec moi à Ribacoa? Je vais chercher les trésors. Les trésors de qui? Des pirates. Et qui tu rencontres avec les trésors des pirates? Les capitaines des bateaux. Je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs qu'à Cuba. Les gens qui ont grandi près de la mer et dans les îles se ressemblent. Comme ils passent leur temps à regarder l'horizon et à se demander qu'est-ce qu'il y a au-delà, ça leur donne une dimension humaine plus libre, plus aventurière. Les insulaires ont un tempérament très indépendant. Ce sont des gens difficiles à diriger. J'ai besoin d'être près de la mer. Pas près d'un lac ou d'une rivière, près de la mer. Si je passe longtemps loin de la mer, je me sens mal. La mer, c'est ma vie. À bord, c'est l'euphorie et l'attente. Sous l'eau, tout peut arriver. À tour de rôle, les plongeurs se relaient pour ouvrir une tranchée dans toute la longueur du lest. Entre-temps, les amphores ont été dégagées et avec elles le caisson en bois où elles reposaient depuis plus de 3 siècles. Du jamais vu. Ce soir-là, ils rentrent fatigués mais contents. La magie des amphores délie les langues et pour la première fois, ils acceptent de parler de trésors. C'était en 1992, dans l'archipel des Colorados. Partis en exploration, ils tombent tout à fait par hasard sur un monceau d'or et d'argent. C'est le trésor d'Inès de Soto retrouvé sur une épave du XVIe siècle, dont la valeur est évaluée à plusieurs millions de dollars. J'étais en train de faire une exploration visuelle quand un corail de feu a attiré mon attention. Je me suis agenouillé pour voir la base du corail et c'est là que j'ai découvert toutes les pièces empilées, toutes comme ça. Imaginez. Je ne pouvais pas le croire. J'ai plongé, effectivement, j'ai vu toutes les pièces empilées. C'est là que tout le monde s'est mis à crier « Des pièces, des pièces !» Au début, on n'a trouvé que l'argent. Puis on a quadrillé la zone et c'est là qu'on a trouvé l'or. Quand Louis a trouvé l'or, il a commencé à s'étrangler. Ah, j'ai crié, aidez-le, il va nous claquer entre les doigts. Je lui disais, calme-toi, c'est de l'or et alors? On a trouvé beaucoup de bijoux, des bagues, une clé en or, des boucles d'oreilles. L'une des premières pièces très intéressantes qui est apparue, c'était un astrolabe de 1555 qui était pratiquement couché à la surface du fond. L'un des enseignements que nous avons tirés de cette découverte, c'est que dans certaines conditions, l'argent peut se comporter exactement comme l'or. Il y avait des pièces d'argent tellement intactes qu'on aurait dit qu'elles venaient d'être frappées. C'était incroyable et tout était à vue d'œil. C'est la plus grande collection de pièces qui existe dans le monde, avec les premiers poinçons des Amériques. Il n'y a pas de collection plus ancienne. Il fallait être là pour voir ce qu'est un fond tapissé par le plus grand trésor jamais découvert dans nos eaux cubaines. Mais où sont donc passés les trésors de Carrizoub? Le grand argentier, c'était Eusebio Leal, l'historien de la Havane, chargé de la réhabilitation de la vieille ville avec le soutien de l'UNESCO.
Pour l'heure, les 100 000 pièces extraites par Karisoub sont conservées dans des coffres de la Banque nationale. À partir du 16 novembre 2001, elles seront exposées dans un musée inauguré par Fidel Castro. Ça, c'est une petite partie du trésor de Karisoub. Oui, c'est un petit échantillon. À la banque, nous avons d'énormes coffres où nos archéologues ont sélectionné quelques pièces très représentatives. Comme ce disque qui explique comment on fondait l'argent, ou ces bijoux, ces vases ou ces jarres en argent. Il y a cet astrolabe aussi, qui sont des pièces précieuses et d'un grand intérêt pour le monde archéologique international. À l'étranger, la rumeur court que tout a été vendu. Ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui dénoncent ce que nous vendons sont aussi ceux qui aimeraient acheter et qui ne le peuvent pas. En tout cas, en ce qui nous concerne, et tout particulièrement en ce qui me concerne, il n'est pas question de vendre. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas ici des gens qui aient envie de vendre. Mais notre réponse est claire. Nous ne sommes pas des vendeurs du passé. Les nations qui ont vendu leur passé ont disparu. Je reconnais que c'est une position très radicale, dans un monde où tout a un prix. Ultime miracle. En creusant la tranchée, les hommes de Karisoub ont mis au jour l'armature en bois du galion. Je suis épuisé. C'était un jour spécial aujourd'hui. Hein? Oui, c'est un jour très particulier qui méritait un effort spécial. Je suis dans l'eau depuis 9h30. Il est 15h30. Ça fait tout juste 6 heures. Tu dois être mort. Mort. Mort? Pourquoi? Tu vas manger maintenant? Je vais d'abord retrouver ma sérénité et après je mange. C'était dur d'extraire les amphores? Elles étaient incrustées et complètement soudées entre elles. Mais bon, on y est arrivé. Et les autres, elles vont rester ici? Oui, on va tout reboucher et quand on reviendra, lors de la prochaine campagne, on finira de les sortir.